mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Laissez-vous maintenant porter par cette histoire fascinante qui vous transportera dans les mystères d'un des monuments les plus énigmatiques de notre planète. Imaginez un cercle de pierres gigantesques, dressés vers le ciel depuis plus de 4 millénaires. Des blocs de plusieurs tonnes, transportés sur des dizaines de kilomètres sans technologie moderne, alignés avec une précision astronomique que nous peinons encore à comprendre. Comment un peuple sans écriture, sans machine, sans métallurgie avancée, a-t-il pu concevoir et ériger un monument aussi complexe? Pourquoi consacrer tant de ressources, tant d'efforts, tant de vie à dresser ces mégalithes sur une plaine venteuse d'Angleterre? Que cherchait-il à accomplir? À qui ou à quoi rendait les hommages? Et pourquoi, après des millénaires, ce monument continue-t-il de nous fasciner, de nous interroger, de nous attirer par milliers chaque année? Stonehenge se dresse comme un paradoxe dans notre compréhension du passé. Un monument si sophistiqué qu'il défie nos préjugés sur les capacités de nos ancêtres. Une réalisation si précise qu'elle suggère une connaissance astronomique que l'on croyait impossible pour l'époque. Une structure si énigmatique que chaque génération y projette ses propres croyances, ses propres théories, ses propres fantasmes. Nous pensons connaître Stonehenge. Nous avons tous vu ces images iconiques des pierres massives, formant un cercle parfait contre le ciel anglais. Mais ce que nous voyons aujourd'hui n'est que l'ombre d'un complexe bien plus vaste, bien plus ancien, bien plus mystérieux. Un complexe qui s'étendait sur des kilomètres, qui a évolué pendant plus de 1000 ans et dont la fonction a peut-être changé au fil des siècles. Un complexe qui n'était pas isolé, mais intégré dans un paysage sacré bien plus vaste, relié à d'autres monuments, d'autres cercles, d'autres tumulus, par des avenues processionnelles et des alignements astronomiques. Avant de devenir un objet de curiosité touristique, avant d'être un sujet d'étude pour les archéologues, avant même d'être un mystère à résoudre, Stonehenge était un lieu vivant, un lieu où des communautés se rassemblaient, où des rituels étaient repratiqués, où la vie et la mort étaient célébrées selon des croyances aujourd'hui perdues. Ce n'était pas un monument figé dans le temps, mais un espace en constante évolution, transformé et adapté par des générations successives pour répondre à des besoins changeants, à des croyances évolutives, à des défis nouveaux. Ce soir, nous allons explorer ce monument extraordinaire dans toute sa complexité. Nous allons remonter le temps, depuis les premières traces d'activité humaine sur ce site, il y a près de 10 000 ans, jusqu'aux ultimes modifications apportées il y a 3500 ans. Nous allons suivre le parcours des pierres bleues, transportées depuis les montagnes galloises jusqu'à la plaine de Salisbury. Nous allons examiner les théories, des plus scientifiques aux plus fantaisistes, qui tentent d'expliquer sa construction et sa fonction. Nous allons découvrir comment Stonehenge s'inscrit dans un paysage rituel plus large et comment il continue d'influencer notre culture aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons tenter de comprendre le monde dans lequel Stonehenge a été conçu et construit. Un monde très différent du nôtre, où le ciel nocturne n'était pas obscurci par la pollution lumineuse, où les saisons dictaient le rythme de la vie, où la frontière entre le naturel et le surnaturel était bien plus poreuse qu'aujourd'hui. Un monde où ériger un cercle de pierre pouvait être un acte de défi contre le chaos, une tentative de donner un sens à l'univers, un effort pour se connecter avec des forces plus grandes que l'humanité. Imaginez la plaine de Salisbury, il y a 6000 ans. Une vaste étendue de prairies et de forêts clairsemées, parcourue par des troupeaux de cerfs et de bovins sauvages. Le climat est plus doux qu'aujourd'hui, favorisant l'établissement de communautés agricoles. L'Angleterre n'est plus une île, mais reste reliée au continent européen par un pont terrestre, facilitant les échanges culturels et commerciaux avec les peuples du continent. La région est habitée par des groupes humains qui ont progressivement abandonné le mode de vie nomade des chasseurs-cueilleurs pour adopter l'agriculture et l'élevage, importés du Proche-Orient plusieurs millénaires auparavant. Ces premiers agriculteurs
vivent dans des habitations modestes, construites en bois et en torchis, regroupées en petits villages. Leur technologie est limitée. Des outils en pierre polie, quelques objets en cuivre, mais pas encore de bronze ni de fer. Ils fabriquent de la poterie, tissent des étoffes, cultivent des céréales et élèvent du bétail. Leur société est relativement égalitaire, sans les hiérarchies complexes qui caractériseront les civilisations ultérieures. Pourtant, ces communautés apparemment simples vont entreprendre l'un des projets architecturaux les plus ambitieux de la préhistoire européenne. Le site qui deviendra Stonehenge est déjà un lieu spécial, bien avant l'érection des premières pierres. Des fouilles archéologiques ont révélé des traces d'activité humaine remontant à environ 8800 ans avant notre ère, soit près de 4000 ans avant le début de la construction du monument que nous connaissons. À cette époque, le site ne comportait que 4 grands poteaux en bois, dont la fonction reste mystérieuse. Étaient-ils des marqueurs territoriaux, des repères astronomiques, des éléments d'un sanctuaire primitif? Nous ne le saurons probablement jamais. La première phase véritable de Stonehenge commence vers 3100 ans avant notre ère. À cette époque, le site consiste en un simple cercle de terre, un henge typique de l'architecture néolithique britannique. Un fossé circulaire creusé dans la craie, dont les déblais forment un talus à l'intérieur. Ce cercle mesure environ 100 mètres de diamètre et comporte une entrée orientée vers le nord-est, en direction du lever du soleil au solstice d'été. À l'intérieur de cette enceinte, 56 fosses, connues sous le nom de trous d'Aubrey, d'après John Aubrey, qui les découvrit au XVIIe siècle, sont disposées en cercle près du talus. Ces fosses contenaient peut-être des poteaux en bois, ou servaient à des dépôts rituels d'ossements humains incinérés. En effet, Stonehenge semble avoir fonctionné dès cette époque comme un cimetière, un lieu de repos pour les défunts jugés dignes d'un tel honneur. Cette première phase de Stonehenge coïncide avec l'arrivée en Grande-Bretagne d'un nouveau groupe culturel, porteur de la culture campaniforme, reconnaissable à sa poterie distinctive en forme de cloche inversée. Ces nouveaux venus, originaires peut-être de la péninsule ibérique ou de l'Europe centrale, apportent avec eux la métallurgie du cuivre et de l'or, ainsi que de nouvelles pratiques funéraires et religieuses. Leur influence sur le développement ultérieur de Stonehenge reste débattue, mais il est probable qu'ils aient contribué à transformer ce qui était à l'origine un monument local en un centre cérémoniel d'importance régionale, voire nationale. La région de Stonehenge n'était pas un territoire vierge avant l'arrivée de ces nouveaux habitants. Elle était déjà marquée par la présence de monuments plus anciens, comme le Long Barrow de West Kennet, une tombe collective construite vers 3000 ans avant notre ère, 1600 ans avant notre ère, ou le Henge de Marden, le plus grand monument de terre préhistorique de Grande-Bretagne. Ces structures témoignent d'une tradition monumentale bien établie, dans laquelle Stonehenge s'inscrit tout en la transformant radicalement. Le paysage autour du futur Stonehenge était parsemé de bois sacrés, de clairières rituelles, de sources aux propriétés peut-être médicinales ou magiques. Les rivières Avon et Till, qui coulent à proximité, offraient non seulement de l'eau douce, mais aussi des voies de communication naturelles. L'Avon, en particulier, reliait la région à la côte sud, facilitant les contacts avec le continent et les échanges de biens, d'idées et de personnes. Cette connectivité a probablement joué un rôle crucial dans l'émergence de Stonehenge comme centre cérémoniel majeur. La vie quotidienne des bâtisseurs de Stonehenge était rythmée par les saisons. Le printemps était consacré au smaï, l'été à l'entretien des cultures, l'automne aux récoltes et l'hiver à la survie et à l'artisanat. Les moments cruciaux de ce cycle, solstice, équinoxe, première pousse, dernière récolte, étaient probablement marqués par des cérémonies religieuses, des rassemblements communautaires, des échanges commerciaux. Dans ce contexte, un monument comme Stonehenge pouvait servir de calendrier monumental, permettant de prédire et de célébrer ces moments clés. La religion de ces peuples nous échappe largement, faute de sources écrites. Mais l'archéologie nous offre quelques indices.
Les dépôts funéraires suggèrent une croyance en l'au-delà. Les offrandes d'objets précieux indiquent des pratiques sacrificielles. Les alignements astronomiques témoignent d'une attention particulière portée au cycle céleste. Il est probable que ces communautés vénéraient des divinités liées à la fertilité de la Terre, au cycle saisonnier, aux phénomènes célestes. Le Soleil, en particulier, semble avoir occupé une place centrale dans leur cosmologie, comme en témoigne l'orientation de nombreux monuments, dont Stonehenge, vers les levées ou couchers de soleil au solstice. La deuxième grande phase de Stonehenge, qui commence vers 2600 ans avant notre ère, marque une rupture radicale avec les traditions architecturales antérieures. C'est à cette époque que les premières pierres sont érigées sur le site. Les mystérieuses pierres bleues, transportées depuis les Preseli Hills, dans le sud-ouest du pays de Galles, à près de 250 km de distance. Ces blocs de dolérite tachetés, pesant chacun plusieurs tonnes, ont été extraits, transportés sur cette distance considérable, puis dressés en un double cercle au centre du monument. Comment et pourquoi ce transport titanesque a-t-il été entrepris ? C'est l'une des grandes énigmes de Stonehenge. Le transport de ces pierres représente un défi logistique colossal pour une société préhistorique. Certains archéologues ont suggéré qu'elles avaient été transportées par voie maritime, le long de la côte galloise, puis remontant la rivière Avon. D'autres pensent qu'elles ont été traînées sur des traîneaux en bois, sur des rondins servant de rouleaux, à travers montagnes, forêts et rivières. Des expériences modernes ont montré que les deux méthodes étaient techniquement possibles, mais extrêmement laborieuses. Dans tous les cas, ce transport a nécessité une organisation sociale sophistiquée, capable de mobiliser et de coordonner des centaines, voire des milliers milliers de travailleurs pendant des mois. Pourquoi un tel effort ? Les pierres bleues devaient posséder une valeur symbolique exceptionnelle pour justifier un tel investissement. Peut-être étaient-elles considérées comme dotées de propriétés magiques ou médicinales. Des études récentes ont montré que, lorsqu'on les frappe, ces pierres produisent un son métallique distinctif, et que certaines d'entre elles présentent des veines de minéraux aux couleurs inhabituelles. Dans une société pré-scientifique, de telles caractéristiques pouvaient être interprétées comme des signes de puissance surnaturelle. D'autres chercheurs ont suggéré que ces pierres marquaient symboliquement l'origine ancestrale des bâtisseurs de Stonehenge, ou qu'elles avaient été transportées comme butin de guerre, témoignant de la domination d'un groupe sur un autre. La troisième phase de Stonehenge, débutant vers 2500 ans avant notre ère, voit l'érection des énormes sarcènes, ces blocs de grès pesant jusqu'à 50 tonnes, qui forment le cercle extérieur et le fer à cheval intérieur du monument tel qu'il apparaît aujourd'hui. Contrairement aux pierres bleues, les sarcènes proviennent d'une source relativement proche, probablement de la région de Marlborough Downs, à une trentaine de kilomètres au nord. Mais leur taille et leur poids rendèrent leur transport et leur érection tout aussi difficiles. Ces sarcènes ont été soigneusement taillées et ajustées, utilisant des techniques de menuiserie adaptées à la pierre. Tenons et mortaise, joints à mi-bois. Les linteaux qui couronnent le cercle extérieur ont été courbés pour former un cercle parfait. Cette précision géométrique est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée sans instrument de mesure métallique, sans équerre ni compas, sans niveau ni fil à plomb, du moins pas telles que nous les connaissons aujourd'hui. Elle témoigne d'une maîtrise technique et d'une connaissance mathématique que l'on croyait, jusqu'à récemment, bien au-delà des capacités des sociétés préhistoriques européennes. La construction de Stonehenge a exigé non seulement des compétences techniques, mais aussi une organisation sociale hiérarchisée, capable de planifier à long terme, de mobiliser des ressources considérables et de coordonner le travail de nombreux individus. Cette organisation suggère l'émergence d'une élite, peut-être religieuse, peut-être politique, peut-être les deux à la fois, capable d'exercer une autorité sur un territoire étendu. Stonehenge pourrait ainsi témoigner de la naissance des premières formes de pouvoir centralisé en Grande-Bretagne, précurseurs des chefferies et des royaumes,
qui domineront l'âge du bronze, puis l'âge du fer. Les analyses ostéologiques des restes humains retrouvés à Stonehenge et dans ses environs révèlent des détails fascinants sur les bâtisseurs du monument. Certains squelettes présentent des signes de déformation professionnelle compatibles avec le transport et la manipulation de lourdes charges. D'autres témoignent d'une alimentation riche en protéines animales, suggérant un statut social élevé. Plus surprenant encore, des études isotopiques ont montré que certains individus enterrés à Stonehenge étaient originaires de régions lointaines, comme le pays de Galles, les Alpes ou même la Méditerranée. Stonehenge n'était donc pas seulement un centre religieux local, mais un lieu de pèlerinage qui attirait des visiteurs de contrées lointaines, peut-être en raison d'une réputation de guérison miraculeuse ou d'un statut de centre oraculaire. La construction de Stonehenge n'a pas été un processus continu, mais une succession de phases d'activité intense séparées par des périodes de relative inactivité. Ces fluctuations pourraient refléter des changements sociaux, économiques ou religieux au sein des communautés responsables du monument. Elles pourraient aussi témoigner de crises, épidémies, famines, conflits. Le climat britannique a connu plusieurs détériorations significatives durant la période de construction de Stonehenge, notamment vers 2300 ans avant notre ère, avec un refroidissement et une augmentation des précipitations qui ont dû affecter les récoltes et, par conséquent, la capacité des communautés à mobiliser du travail pour des projets monumentaux. Le dernier grand réaménagement de Stonehenge date d'environ 1500 ans avant notre ère, lorsque les pierres bleues ont été réarrangées en cercle et en fer à cheval à l'intérieur des sarcènes. Peu après, le monument semble avoir perdu une grande partie de son importance religieuse. L'âge du bronze tardif et l'âge du fer voient l'émergence de nouvelles formes d'expression religieuse. Dépôt d'objets métalliques dans les rivières et les tourbières, construction de temples en bois, peut-être même les premiers sanctuaires. Couvert, Stonehenge devient progressivement un monument du passé, respecté mais de moins en moins compris par les générations successives. L'arrivée des Romains en Grande-Bretagne, au 1er siècle de notre ère, marque une rupture culturelle profonde. La nouvelle religion officielle, avec ses temples de pierre, ses statues et ses inscriptions, contraste fortement avec les anciennes pratiques indigènes. Pourtant, Stonehenge continue d'exercer une certaine fascination. Des pièces de monnaie romaines ont été retrouvées sur le site, suggérant des visites, peut-être motivées par la curiosité, peut-être par un respect persistant pour ce lieu ancestral. Certains chercheurs ont même suggéré que Stonehenge pourrait avoir influencé l'architecture de certains temples romano-britanniques, avec leurs plans circulaires et leurs colonnes disposées en cercle. La christianisation de l'Angleterre, à partir du 7e siècle, introduit une nouvelle rupture. Pour la nouvelle religion, les monuments païens comme Stonehenge sont au mieux des curiosités, au pire des lieux de culte démoniaque à éviter ou à purifier. Certaines légendes médiévales attribuent la construction de Stonehenge à Merlin, le magicien de la légende arthurienne, qui aurait transporté les pierres d'Irlande par magie pour créer un mémorial aux guerriers bretons traîtreusement assassinés par les Saxons. Cette légende, rapportée par Geoffroy de Monmouth au XIIe siècle, témoigne à la fois de l'incompréhension des origines réelles du monument et de la fascination persistante qu'il exerçait. Au fil des siècles, Stonehenge a suscité de nombreuses théories sur son origine et sa fonction. Au XVIIe siècle, l'antiquaire John Aubrey l'attribue aux druides, les prêtres celtes décrits par les auteurs romains. Cette théorie, bien que chronologiquement impossible, les druides sont apparus bien après la construction de Stonehenge, a profondément marqué l'imaginaire populaire et survit encore dans certains cercles. Au XVIIIe siècle, William Stukeley, tout en perpétuant l'attribution aux druides, est le premier à noter l'alignement du monument avec le lever du soleil au solstice d'été, ouvrant la voie aux interprétations astronomiques. Le XIXe siècle voit l'émergence de l'archéologie comme discipline scientifique, et Stonehenge devient un objet d'étude systématique. Les fouilles de William Gowland en 1901, puis celles de William Hawley dans les années 1920,
établissent la chronologie de base du monument et identifient l'origine géologique des pierres. Mais c'est surtout l'astronome Gerald Hawkins qui, dans les années 1960, révolutionne notre compréhension de Stonehenge en démontrant, à l'aide des premiers ordinateurs, que le monument pouvait servir à prédire non seulement les solstices, mais aussi les équinoxes, les levées et couchers de lune, et même certaines éclipses. Plus récemment, les techniques archéologiques modernes, datation au carbone 14, analyse isotopique, géophysique, photogrammétrie, lidar, ont permis de replacer Stonehenge dans son contexte paysager et culturel plus large. Le projet Stonehenge Riverside, dirigé par Mike Parker Pearson dans les années 2000, a révélé que le monument de pierre faisait partie d'un complexe bien plus vaste, relié par l'Avon à Durrington Walls, un grand henge de bois probablement destiné aux vivants, tandis que Stonehenge lui-même était associé aux morts et aux ancêtres. Cette interprétation s'appuie notamment sur les nombreuses sépultures découvertes autour du monument et sur l'orientation des deux sites. Durrington Walls vers le lever du soleil au solstice d'hiver, symbole de renaissance, et Stonehenge vers le coucher du soleil au même moment, symbole de mort. La découverte récente du Superhenge de Durrington, un cercle de fosses massives détecté par des prospections géophysiques en 2020, a encore enrichi notre compréhension du complexe de Stonehenge. Ces fosses, disposées en cercle sur un diamètre de plus de 2 km, pourraient avoir servi de limite à une zone sacrée ou de marqueur astronomique. Leur détection tardive, malgré des décennies de recherches intensives dans la région, nous rappelle combien notre connaissance de ces monuments préhistoriques reste partielle et évolutive. Stonehenge n'est pas un monument isolé, mais le point focal d'un paysage rituel qui s'étend sur des kilomètres. À moins de 3 km au nord se trouve Woodhenge, un monument contemporain composé de poteaux de bois disposés en cercle concentrique. À l'est s'élève le tumulus de Bushbarrow, qui a livré l'une des plus riches sépultures de l'âge du bronze britannique, contenant des objets en or finement travaillés. Au sud s'étend la Cursus, une énigmatique structure linéaire de près de 3 km de long, antérieure à Stonehenge et dont la fonction reste mystérieuse. Ces monuments et des dizaines d'autres tumulus, anges et cercles de pierre plus modestes formaient un complexe cérémoniel intégré, peut-être dédié à un cycle rituel annuel qui culminait au solstice. L'alignement astronomique de Stonehenge est aujourd'hui bien établi. L'axe principal du monument est orienté vers le lever du soleil au solstice d'été et le coucher du soleil au solstice d'hiver. Cette orientation n'est pas approximative, mais précise à moins d'un demi-degré près, ce qui exclut le hasard. D'autres alignements, plus subtils, correspondent aux positions extrêmes de la Lune dans son cycle de 18,6 ans, un phénomène astronomique complexe dont la connaissance par les bâtisseurs de Stonehenge témoigne d'une observation prolongée et systématique du ciel. Ces alignements astronomiques suggèrent que Stonehenge fonctionnait, au moins en partie, comme un observatoire, un calendrier monumental, peut-être même un instrument de prédiction pour des phénomènes comme les éclipses. Mais il serait réducteur de n'y voir qu'une fonction pratique. Pour les sociétés préhistoriques, le cosmos n'était pas seulement un objet d'étude, mais un ordre divin, habité par des puissances surnaturelles. Observer le ciel, prédire ses cycles, s'aligner avec ses mouvements, c'était communier avec ses puissances, s'intégrer dans l'ordre cosmique, peut-être même l'influencer par des rituels appropriés. De nombreuses autres théories ont été proposées pour expliquer la fonction de Stonehenge. Certaines sont solidement ancrées dans les données archéologiques. D'autres relèvent davantage de la spéculation ou même de la pure fantaisie. Parmi les hypothèses sérieuses, celle d'un lieu de guérison est soutenue par la découverte de nombreux squelettes présentant des signes de maladie ou de blessures graves, ainsi que par les propriétés supposées médicinales des pierres bleues. L'hypothèse d'un centre politique, lieu de rassemblement pour des conseils tribaux ou des cérémonies d'intronisation,
est suggérée par la présence de riches sépultures à proximité. L'idée d'un centre commercial, point de rencontre pour des échanges entre groupes distants, est compatible avec l'origine géographiquement diverse des objets retrouvés dans la région. D'autres théories sont plus controversées. L'hypothèse acoustique suggère que la disposition des pierres créait des effets sonores particuliers, amplifiant certaines fréquences et en annulant d'autres, créant ainsi une expérience auditive propice aux états altérés de conscience recherchés dans de nombreux rituels chamaniques. L'hypothèse géométrique voit dans les proportions du monument l'application de principes mathématiques avancés, comme le nombre d'or ou la quadrature du cercle, suggérant une connaissance géométrique sophistiquée. L'hypothèse hydraulique propose que les fosses et les creux du site formaient un système de bassins et de canaux, destinés à des rituels impliquant l'eau, peut-être liés à la purification ou à la divination. Plus marginales encore sont les théories qui attribuent la construction de Stonehenge à des civilisations disparues comme l'Atlantide, à des extraterrestres ou à des technologies perdues. Ces hypothèses, bien que populaires dans certains médias, ne reposent sur aucune preuve archéologique sérieuse et sont rejetées par la quasi-totalité des chercheurs professionnels. Elles témoignent néanmoins de la fascination persistante exercée par Stonehenge et de la difficulté à accepter que nos ancêtres préhistoriques, sans l'aide de technologies modernes, aient pu réaliser un monument d'une telle complexité et d'une telle précision. La vérité sur Stonehenge est probablement plus nuancée et plus complexe que toutes ces théories prises individuellement. Le monument a été construit et modifié sur plus d'un millénaire et sa fonction a pu évoluer au fil du temps. Il a peut-être servi simultanément plusieurs objectifs. Calendrier astronomique, lieu de sépulture, centre cérémoniel, symbole de pouvoir politique. Sa signification a certainement varié selon les individus et les groupes qui l'utilisaient ou le visitaient. Pour certains, c'était peut-être avant tout un lieu de guérison. Pour d'autres, un site de pèlerinage ancestral. Pour d'autres encore, un centre de pouvoir politique ou religieux. Ce qui est certain, c'est que Stonehenge représentait un investissement colossal en temps, en ressources et en main-d'œuvre. Pour des sociétés préhistoriques vivant à la limite de la subsistance, avec des surplus agricoles limités, consacrer autant d'énergie à un monument non utilitaire témoigne de motivations puissantes, qu'elles soient religieuses, politiques ou sociales. Stonehenge devait répondre à un besoin fondamental de ces communautés, peut-être celui de donner un sens au monde, de s'inscrire dans un ordre cosmique, de transcender la finitude humaine par une œuvre collective durable. La dimension astronomique de Stonehenge est l'un des aspects les mieux établis et les plus fascinants du monument. L'alignement sur le solstice d'été, en particulier, est si précis qu'il ne peut être accidentel. Lorsque l'aube du jour le plus long de l'année se lève, ses premiers rayons traversent l'axe central du monument, illuminant le cœur du cercle de pierre. Cet effet spectaculaire devait constituer le point culminant d'un rituel ou d'une célébration, peut-être lié à la fertilité, au renouvellement, à la victoire de la lumière sur les ténèbres. Mais Stonehenge n'était pas seulement orienté vers le solstice d'été. Son axe pointait également, dans la direction opposée, vers le coucher du soleil au solstice d'hiver. Cette double orientation suggère un culte solaire complet, célébrant le cycle annuel dans son intégralité. Le solstice d'hiver, marquant le jour le plus court et la nuit la plus longue, avant le lent retour de la lumière, était probablement aussi important que celui d'été dans le calendrier rituel de Stonehenge. Il pourrait avoir été associé à la mort et à la renaissance, thèmes centraux dans de nombreuses religions préhistoriques. Au-delà des solstices, Stonehenge présente des alignements plus subtils avec d'autres phénomènes astronomiques. Certaines pierres semblent marquer les positions des levées et couchers de soleil aux équinoxes, ces 2 jours de l'année où le jour et la nuit sont d'égale durée. D'autres correspondent aux positions extrêmes de la Lune dans son cycle de 18,6 ans. La Lune, contrairement au Soleil, ne se lève et ne se couche pas toujours au même point de l'horizon, mais oscille entre des positions extrêmes qui varient selon un cycle complexe.
Que les bâtisseurs de Stonehenge aient intégré ce cycle dans leurs monuments témoigne d'une observation astronomique sophistiquée, maintenue sur plusieurs générations. Plus spectaculaire encore, certains chercheurs ont suggéré que Stonehenge pouvait servir à prédire les éclipses. En effet, les éclipses se produisent selon des cycles réguliers, notamment le cycle de Saros de 18 ans et 11 jours. En observant et en enregistrant ces cycles, il est théoriquement possible de prédire approximativement quand les prochaines éclipses se produiront. Certains arrangements de pierre à Stonehenge pourraient avoir servi à cet enregistrement, faisant du monument une sorte d'ordinateur préhistorique dédié à l'astronomie. L'importance accordée à l'astronomie par les bâtisseurs de Stonehenge soulève la question de leur conception du cosmos. Pour ces sociétés préhistoriques, la distinction moderne entre astronomie, science et religion n'avait probablement aucun sens. Observer le ciel, comprendre ses cycles, s'aligner avec ses mouvements, c'était communier avec les puissances divines qui gouvernaient l'univers. Les phénomènes célestes n'étaient pas de simples processus physiques, mais des manifestations divines, chargées de significations symboliques et religieuses. Dans cette perspective, Stonehenge pourrait être compris comme une tentative d'harmonisation avec l'ordre cosmique, un effort pour intégrer la communauté humaine dans les cycles plus vastes du cosmos. En érigeant un monument aligné avec précision sur les mouvements célestes, les bâtisseurs de Stonehenge affirmaient peut-être leur place dans l'univers, leur connexion avec les forces qui le gouvernaient, leur participation à son ordre et à son harmonie. Cette harmonisation pouvait avoir des implications très concrètes. Assurer la fertilité des champs, la santé du bétail, la prospérité de la communauté, en maintenant l'équilibre entre le monde humain et le monde divin. Les pierres de Stonehenge, par leur taille, leur poids et leur disposition, imposent une expérience physique particulière. Pour entrer dans le cercle, il faut passer entre ces monolithes massifs qui encadrent et limitent la vision. Une fois à l'intérieur, on se trouve dans un espace défini, séparé du monde extérieur, où le ciel apparaît comme encadré par les linteaux du cercle extérieur. Cette architecture crée une expérience sensorielle spécifique, peut-être conçue pour induire un certain état d'esprit, propice à la communion avec le divin ou à l'appréhension des mystères cosmiques. Cette dimension expérientielle de Stonehenge est souvent négligée dans les analyses purement fonctionnelles ou astronomiques. Pourtant, elle était probablement centrale dans l'utilisation rituelle du monument. Les cérémonies qui s'y déroulaient devaient exploiter cette architecture pour créer une expérience immersive, combinant peut-être musique, danse, récitation, offrande, dans un cadre spatialement et temporellement structuré par les pierres et leurs alignments. Le moment culminant de ces cérémonies pouvait être l'apparition du soleil entre les pierres à des dates spécifiques, créant des jeux d'ombre et de lumière chargés de significations symboliques. L'acoustique de Stonehenge a fait l'objet d'études récentes, suggérant que la disposition des pierres créait des propriétés sonores particulières. Les sons produits à l'intérieur du cercle pouvaient être amplifiés ou modifiés de manière spécifique, créant une expérience auditive unique. Des expériences ont montré que certains types de percussions ou de vocalises produisaient des résonances particulières, capables d'induire des états de conscience modifiés. Ces propriétés acoustiques étaient-elles connues et exploitées par les utilisateurs préhistoriques du monument? C'est possible, mais difficile à prouver archéologiquement. Stonehenge n'était pas seulement un lieu d'observation ou de cérémonie, mais aussi un lieu de mémoire. Les nombreuses sépultures découvertes autour du monument suggèrent qu'il fonctionnait comme un mémorial aux ancêtres, un lieu où les vivants pouvaient communier avec les morts. Cette fonction mémorielle était peut-être liée à la légitimation du pouvoir. En contrôlant l'accès aux monuments et aux rituels qui s'y déroulaient, certains groupes ou individus pouvaient revendiquer une connexion privilégiée avec les ancêtres, et donc une autorité particulière au sein de la communauté. La dimension politique de Stonehenge ne doit pas être sous-estimée. Construire un tel monument nécessitait une autorité capable de mobiliser et de coordonner le travail de centaines,
voire de milliers d'individus sur plusieurs générations. Cette autorité devait être suffisamment stable et légitime pour maintenir le projet malgré les changements de personnel, les crises, les résistances éventuelles. Stonehenge témoigne ainsi de l'émergence de hiérarchies sociales complexes en Grande-Bretagne préhistorique. Peut-être les premières formes de ce qui deviendra plus tard la royauté. Les sépultures découvertes autour de Stonehenge, notamment les riches tombes à tumulus, comme celle de Bushbarrow, suggèrent l'existence d'une élite qui se distinguait par la possession d'objets précieux. Ornements en or, armes en bronze, parures en ambre ou en jet. Cette élite pourrait avoir tiré sa légitimité de son rôle dans les cérémonies de Stonehenge, de sa connaissance des cycles astronomiques, de sa capacité à communiquer avec les ancêtres ou les divinités. Le monument serait ainsi à la fois le produit et l'instrument d'une stratification sociale croissante. La dimension territoriale de Stonehenge est également significative. En érigeant un monument aussi imposant et visible, les communautés qui l'ont construit marquaient leur présence et leur contrôle sur le territoire environnant. Stonehenge pourrait avoir servi de marqueur frontalier, de point de ralliement en cas de conflit, ou de symbole d'identité collective face à d'autres groupes. Sa visibilité dans le paysage en faisait un repère pour les voyageurs, peut-être même un lieu de rassemblement pour des foires ou des marchés périodiques, combinant ainsi fonctions religieuses, politiques et économiques. Cette multifonctionnalité est typique des monuments préhistoriques, qui ne répondent pas à la spécialisation fonctionnelle caractéristique des sociétés modernes. Un lieu comme Stonehenge pouvait simultanément être un temple, un cimetière, un observatoire, un centre politique, un lieu de marché, sans que ces différentes fonctions soient perçues comme distinctes ou contradictoires. C'est précisément cette intégration des différentes sphères de la vie sociale qui rend ces monuments si fascinants, mais aussi si difficiles à interpréter avec nos catégories contemporaines. La fin de l'utilisation active de Stonehenge, vers 1400 ans avant notre ère, coïncide avec d'importants changements culturels et sociaux en Grande-Bretagne. L'âge du bronze moyen voit l'émergence de nouvelles formes d'expression religieuse, notamment les dépôts d'objets métalliques dans les rivières et les tourbières, et la construction de nouveaux types d'enceintes. Ces changements pourraient refléter l'arrivée de nouvelles croyances, peut-être liées à de nouveaux groupes migrants depuis le continent, ou une évolution interne des pratiques religieuses britanniques. Le déclin de Stonehenge ne signifie pas que le site a été totalement abandonné ou oublié. Des traces d'activité humaine continuent d'être détectées jusqu'à l'âge du fer, suggérant que le monument conservait une certaine importance, même si sa fonction originelle était peut-être oubliée ou réinterprétée. Les populations de l'âge du fer, ancêtres des Bretons que rencontreront les Romains, avaient probablement leurs propres théories et légendes sur l'origine et la signification de ces pierres mystérieuses héritées du passé. L'arrivée des Romains en Grande-Bretagne, au 1er siècle de notre ère, introduit une nouvelle perspective sur Stonehenge. Pour ces conquérants méditerranéens, habitués aux temples de marbre et aux amphithéâtres, le rude cercle de pierre de la plaine de Salisbury devait sembler primitif, mais néanmoins impressionnant. Des pièces de monnaie et des poteries romaines trouvées sur le site suggèrent des visites. Peut-être motivées par la curiosité, peut-être par un respect persistant pour ce lieu ancestral. Certains auteurs romains, comme Diodore de Sicile, mentionnent un temple circulaire dédié à Apollon en Grande-Bretagne, description qui pourrait correspondre à Stonehenge. La période médiévale voit naître de nouvelles légendes autour de Stonehenge. Geoffroy de Monmouth, dans son Histoire des rois de Bretagne, écrite au XIIe siècle, attribue la construction du monument à Merlin, qui aurait transporté les pierres d'Irlande par magie pour créer un mémorial aux nobles bretons traîtreusement assassinés par les Saxons. Cette légende, bien que historiquement fantaisiste, témoigne de la perception de Stonehenge comme un lieu extraordinaire, dont la construction semblait dépasser les capacités humaines normales. Elle révèle aussi l'association persistante du monument avec la mort et la commémoration. D'autres légendes médiévales attribuent Stonehenge aux géants, aux fées ou même au diable.
Ces récits reflètent la difficulté des sociétés post-romaines à concevoir que leurs ancêtres barbares aient pu ériger une structure aussi impressionnante sans aide surnaturelle. Ils révèlent aussi l'ambivalence avec laquelle les monuments païens étaient perçus dans une société christianisée. Objet d'admiration, mais aussi de méfiance, lieu de puissance potentiellement dangereuse qu'il valait mieux éviter, surtout la nuit ou lors de certaines dates du calendrier ancien. La Renaissance et les Lumières voient émerger un intérêt plus scientifique pour Stonehenge. Des érudits comme John Aubrey, William Stukeley ou Inigo Jones mesurent, dessinent et décrivent le monument, proposant diverses théories sur son origine et sa fonction. C'est à cette époque que s'impose l'attribution aux druides, théorie chronologiquement impossible mais qui marquera durablement l'imaginaire populaire. Ces premiers archéologues amateurs sont aussi les premiers à s'inquiéter de la détérioration du monument, due à l'érosion naturelle, mais aussi au vandalisme et au pillage des pierres pour la construction. Le 19e siècle voit Stonehenge devenir un symbole national britannique incarnant à la fois l'antiquité de la nation et son rapport particulier à la nature et au paysage. Les peintres romantiques comme Constable ou Turner représentent le monument sous des ciels dramatiques en accentuant l'aspect mystérieux et mélancolique. Les poètes l'évoquent comme un lieu de méditation sur le passage du temps et la fragilité des œuvres humaines. Cette appropriation culturelle de Stonehenge s'inscrit dans le contexte plus large du nationalisme romantique européen, qui cherche dans le passé préhistorique les racines d'identités nationales distinctes. Le XXe siècle voit une intensification de la recherche archéologique sur Stonehenge, avec des fouilles de plus en plus scientifiques et des techniques d'analyse de plus en plus sophistiquées. Les travaux de William Hawley dans les années 1920, puis ceux de Richard Atkinson dans les années 1950, établissent la chronologie de base du monument et clarifient de nombreux aspects de sa construction. À partir des années 1960, l'application de l'informatique à l'archéoastronomie, notamment par Gerald Hawkins, révèle la précision des alignements astronomiques du monument, ouvrant la voie à une nouvelle compréhension de sa fonction. Parallèlement à ces avancées scientifiques, Stonehenge devient, dans la seconde moitié du XXe siècle, un lieu de contestation culturelle et politique. En 1974, le festival de Stonehenge, rassemblement de la contre-culture hippie britannique, est violemment réprimé par la police, donnant lieu à ce qui sera appelé la bataille de Stonehenge. Cet événement marque le début d'une longue bataille juridique et politique sur l'accès au monument, opposant d'un côté les autorités patrimoniales soucieuses de préserver le site, et de l'autre divers groupes, néo-druides, néo-païens, activistes des droits civiques, revendiquant un droit d'accès pour des cérémonies religieuses ou des rassemblements politiques. Ces conflits révèlent la multiplicité des significations contemporaines de Stonehenge. Pour certains, c'est avant tout un site archéologique à préserver et à étudier scientifiquement. Pour d'autres, c'est un lieu de spiritualité vivante, où des pratiques religieuses anciennes peuvent être réinventées et revécues. Pour d'autres encore, c'est un symbole politique, incarnant soit un héritage national à protéger, soit des droits d'accès et d'expression à défendre. Pour le tourisme de masse, c'est une attraction, une étape obligée dans un circuit de la Grande-Bretagne historique. Pour les communautés locales, c'est à la fois une source de fierté et de revenus, et parfois une nuisance en raison de l'afflux touristique. Ces multiples perceptions contemporaines de Stonehenge prolongent, d'une certaine manière, la multifonctionnalité originelle du monument. Tout comme il servait probablement simultanément de temple, d'observatoire, de cimetière, de centre politique pour ses bâtisseurs préhistoriques, Stonehenge continue d'être investi de significations diverses, et parfois contradictoires par la société contemporaine. Cette capacité à susciter et à absorber des interprétations multiples est peut-être ce qui fait la force et la persistance de ce monument extraordinaire. L'une des questions les plus fascinantes concernant Stonehenge est celle des connaissances mathématiques et géométriques de ses bâtisseurs.
Le monument présente des proportions remarquablement précises. Le cercle extérieur est presque parfait, avec un diamètre de 33 mètres, variant de moins de 30 cm. Les trilithons du fer à cheval intérieur sont disposés selon un schéma géométrique complexe, qui pourrait refléter une connaissance du triangle pythagoricien bien avant Pythagore. Certains chercheurs ont même suggéré que les dimensions du monument incorporaient des ratios mathématiques significatifs, comme le nombre d'or ou pi. Si ces hypothèses sont correctes, elles impliquent que les bâtisseurs de Stonehenge possédaient des connaissances mathématiques beaucoup plus avancées qu'on ne le pensait traditionnellement pour les sociétés préhistoriques européennes. Ces connaissances auraient pu être développées empiriquement, à travers l'observation et l'expérimentation, plutôt que formalisées théoriquement, comme dans les mathématiques grecques ultérieures. Elles auraient pu être transmises oralement, de génération en génération, peut-être sous forme de rituels ou de formules mnémotechniques, dans des sociétés qui ne connaissaient pas l'écriture, mais accordaient une grande importance à la mémoire et à la transmission orale. La question de l'origine de ces connaissances reste ouverte. Certains chercheurs ont suggéré des influences méditerranéennes ou proche-orientales, où des mathématiques avancées étaient développées dans des sociétés comme l'Égypte ou la Mésopotamie. D'autres privilégièrent l'hypothèse d'un développement local, arguant que les sociétés préhistoriques européennes étaient parfaitement capables d'innovations intellectuelles indépendantes. Quoi qu'il en soit, Stonehenge témoigne d'une sophistication cognitive que l'on a trop longtemps refusé de reconnaître à nos ancêtres préhistoriques. L'aspect technique de la construction de Stonehenge soulève également des questions fascinantes. Comment des pierres pesant jusqu'à 50 tonnes ont-elles pu être transportées sur des dizaines de kilomètres? Comment ont-elles été dressées verticalement? Comment les lourds linteaux ont-ils été hissés à près de 5 mètres de hauteur et positionnés avec précision sur les pierres verticales? Les expériences d'archéologie expérimentale ont montré que ces opérations étaient techniquement possibles, avec les moyens disponibles au néolithique et à l'âge du bronze, mais extrêmement laborieuses. Pour le transport des pierres, plusieurs méthodes ont pu être utilisées. Les sarcènes, provenant des Marlborough Downs, à une trentaine de kilomètres au nord, ont probablement été traînés sur des traîneaux en bois, utilisant des rondins comme rouleaux pour réduire la friction. Cette méthode, bien que lente et laborieuse, est efficace. Des expériences modernes ont montré qu'une équipe de 150 à 200 personnes pouvait ainsi déplacer une pierre de plusieurs tonnes sur plusieurs kilomètres par jour. Pour les pierres bleues, venant du pays de Galles à plus de 200 km, le transport a pu combiner traînage terrestre et flottage sur des radeaux le long de la côte et des rivières. L'érection des pierres verticales a probablement impliqué la création d'une rampe inclinée en terre et en bois, sur laquelle la pierre était tirée jusqu'à ce que son centre de gravité dépasse le bord de la fosse préparée. À ce moment, la pierre bascule naturellement dans la fosse, où elle est stabilisée par des cales. Pour hisser les linteaux, plusieurs techniques ont pu être utilisées. Construction d'une plateforme de levage en bois, utilisation de leviers pour soulever progressivement la pierre en insérant des cales à chaque étape, ou même création d'une rampe, temporaire menant au sommet des pierres verticales. Ces opérations exigeaient non seulement une main-d'œuvre nombreuse, mais aussi une planification minutieuse, une coordination efficace et une expertise technique considérable. Elles témoignent de l'existence, au sein de ces sociétés préhistoriques, d'individus spécialisés dans l'ingénierie et la construction monumentale, capables de résoudre des problèmes techniques complexes et de transmettre leur savoir d'une génération à l'autre. Ces architectes ou ingénieurs néolithiques jouissaient probablement d'un statut social élevé, reflétant l'importance accordée à leurs compétences. La logistique de la construction de Stonehenge soulève également des questions sur l'organisation sociale et économique des communautés impliquées. Mobiliser des centaines de travailleurs pendant des semaines ou des mois nécessitait de les nourrir, de les loger, de compenser leur absence des champs ou des troupeaux. Cette mobilisation n'était possible que si la société produisait un surplus agricole suffisant.
et disposait de mécanismes de redistribution efficaces. Elle impliquait aussi une hiérarchie capable d'organiser le travail, d'attribuer les tâches, de résoudre les conflits, de maintenir la discipline et la motivation sur la durée. Des fouilles récentes à Durrington Walls, un grand site d'habitat contemporain de Stonehenge situé à seulement 3 km, ont révélé des traces de festins massifs, où des centaines d'animaux étaient en déconsommés. Ces festins pourraient avoir été liés à la construction de Stonehenge, servant à la fois à nourrir les travailleurs et à renforcer la cohésion sociale par le partage de nourriture. Ils suggèrent une économie capable de produire des surplus considérables et une élite suffisamment puissante pour les mobiliser à des fins monumentales. Cette capacité organisationnelle témoigne d'une évolution sociale significative depuis les premières communautés agricoles, relativement égalitaires, du néolithique ancien. La construction de Stonehenge marque peut-être l'émergence des premières formes de stratification sociale institutionnalisée en Grande-Bretagne, préfigurant les chefferies complexes de l'âge du bronze et les royaumes de l'âge du fer. Dans cette perspective, le monument ne serait pas seulement le produit d'une évolution sociale, mais aussi un facteur de cette évolution, son érection contribuant à renforcer et à légitimer les hiérarchies émergentes. Le paysage rituel autour de Stonehenge a fait l'objet d'études intensives ces dernières décennies, révélant un complexe cérémoniel bien plus vaste et plus intégré qu'on ne le pensait. Le projet Stonehenge Riverside, dirigé par Mike Parker Pearson dans les années 2000, a mis en évidence la complémentarité entre Stonehenge, monument de pierre associé aux morts, et Durrington Walls, vaste henge de bois probablement dédié aux vivants. Ces deux sites majeurs étaient reliés par la rivière Avon et par des avenues processionnelles suggérant un parcours rituel qui menait les participants d'un site à l'autre. Cette interprétation dualiste, pierre, bois, mort, vie, s'appuie sur des parallèles ethnographiques avec des sociétés traditionnelles actuelles, notamment à Madagascar, où Parker Pearson a mené des recherches anthropologiques. Elle suggère une cosmologie complexe, où les différents matériaux, espaces et monuments étaient intégrés dans un système symbolique cohérent. Le parcours rituel entre Durrington Walls et Stonehenge pourrait avoir représenté symboliquement le voyage entre le monde des vivants et celui des morts-morts, ou le cycle de transformation de la vie à la mort et de la mort à la renaissance. D'autres monuments de la région s'inscrivent dans ce paysage rituel intégré. La Cursus, longue structure linéaire antérieure à Stonehenge, pourrait avoir servi de barrière symbolique ou de chemin processionnel. Woodhenge, avec ses cercles concentriques de poteaux en bois, pourrait avoir été un temple dédié à des divinités spécifiques ou un lieu de cérémonie pour certains groupes sociaux ou certaines occasions rituelles. Les centaines de tumulus qui parsèment la plaine de Salisbury marquaient peut-être les territoires de différents groupes ou lignages, tout en servant de point de repère dans le paysage sacré. La découverte récente, grâce à des prospections géophysiques, d'un super-henge à Durrington, un cercle de fosses massives de plus de 2 km de diamètre, a encore enrichi notre compréhension de ce paysage. Ces fosses, qui pourraient avoir contenu des poteaux en bois ou simplement marqué une limite symbolique, définissaient peut-être une zone sacrée plus vaste autour de Durrington Walls et Stonehenge. Elles pourraient aussi avoir servi de marqueurs astronomiques permettant d'observer et de prédire des phénomènes célestes complexes depuis différents points du paysage. Ce qui émerge de ces recherches, c'est l'image d'un paysage entièrement structuré par des considérations religieuses, astronomiques et sociales. Chaque colline, chaque rivière, chaque monument s'inscrivait dans un réseau de signification qui donnait sens au territoire et aux activités qui s'y déroulaient. Se déplacer dans ce paysage, c'était parcourir un espace chargé de symboles, de mémoires, de présences invisibles mais puissantes. Les alignements visuels entre monuments, les intervisibilités, les jeux d'apparition et de disparition selon la position de l'observateur créaient une expérience spatiale dynamique, où le visible et l'invisible, le révélé et le caché s'entrelaçaient constamment. Cette conception du paysage comme entité vivante
habité par des puissances surnaturelles et structuré par des principes cosmologiques, contraste fortement avec notre vision moderne, plus utilitaire et fragmentée, de l'espace. Elle nous rappelle que, pour les sociétés préhistoriques, le territoire n'était pas seulement un ensemble de ressources à exploiter, mais un cosmos en miniature, un miroir des principes qui gouvernaient l'univers. Construire un monument comme Stonehenge, c'était non seulement marquer sa présence dans le paysage, mais aussi participer activement à la création et au maintien de l'ordre cosmique. Au XXIe siècle, Stonehenge continue de susciter fascination et controverse. Le monument attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs, venus du monde entier pour contempler ces pierres mystérieuses. Mais cette popularité pose des défis considérables en termes de préservation et de gestion du site. Comment concilier l'accès du public, les impératifs de conservation, les demandes des groupes religieux contemporains qui considèrent Stonehenge comme un lieu sacré, et les intérêts des chercheurs qui souhaitent poursuivre l'étude du monument. Ces tensions se sont cristallisées autour du projet controversé de tunnel routier sous Stonehenge, destiné à désengorger la route A303 qui passe à proximité immédiate du monument. Les partisans du projet argumentent qu'il réduirait la pollution sonore et visuelle, améliorant l'expérience des visiteurs et protégeant le monument. Ces opposants craignent des dommages irréversibles au paysage archéologique environnant, encore largement inexploré, et contestent la primauté accordée aux considérations économiques et touristiques sur la préservation intégrale du site. Au-delà de ces débats sur l'aménagement physique du site, Stonehenge reste un lieu d'affrontement symbolique entre différentes visions du passé et du patrimoine. Pour les archéologues professionnels, c'est avant tout un site scientifique, dont l'étude rigoureuse peut nous éclairer sur les sociétés préhistoriques. Pour les néo-druides et autres groupes néo-païens, c'est un lieu sacré vivant, où des pratiques religieuses peuvent être revécues ou réinventées. Pour les nationalistes, c'est un symbole d'identité britannique, enracinant la nation dans un passé immémorial. Pour les contre-cultures alternatives, c'est un lieu de résistance aux normes dominantes, un espace de liberté à défendre contre la marchandisation et la réglementation. Ces perceptions conflictuelles de Stonehenge reflètent des tensions plus larges au sein de la société contemporaine, entre expertise scientifique et spiritualité, entre préservation et accessibilité, entre mémoire nationale et diversité culturelle, entre régulation étatique et liberté individuelle. Elle témoigne aussi de la capacité persistante du monument à catalyser des émotions et des identités, à incarner des aspirations et des valeurs, à connecter le présent au passé d'une manière viscérale et immédiate. Dans la culture populaire contemporaine, Stonehenge continue d'inspirer artistes, écrivains, musiciens et cinéastes. Le monument apparaît dans d'innombrables romans, films, chansons, jeux vidéo, tantôt comme simple décor exotique, tantôt comme élément central de l'intrigue. Ces représentations perpétuent souvent des clichés et des inexactitudes historiques, mais elles contribuent aussi à maintenir Stonehenge dans l'imaginaire collectif mondial, assurant sa survie culturelle au-delà de sa survie physique. Parmi les représentations les plus influentes, on peut citer la scène finale du film Tess de Roman Polanski, où l'héroïne est arrêtée à l'aube parmi les pierres. La chanson Stonehenge de Spinal Tap, parodie affectueuse des excès du rock progressif. Ou encore le roman Stonehenge de Bernard Cornwell, qui imagine la construction du monument à travers les yeux de trois frères de l'âge du bronze. Ces œuvres, et bien d'autres, témoignent de la puissance évocatrice persistante de Stonehenge, de sa capacité à stimuler l'imagination et à servir de support à des récits très divers. La recherche scientifique sur Stonehenge connaît actuellement un nouveau dynamisme, grâce à l'application de technologies innovantes. Les prospections géophysiques non invasives permettent de cartographier les structures enfouies sans les détruire. La modélisation 3D et la réalité virtuelle offrent de nouvelles façons de visualiser le monument dans son état original et dans son contexte paysager. L'analyse ADN des restes humains retrouvés sur le site révèle des informations sur l'origine,
l'apparence, l'état de santé, voire le régime alimentaire des individus enterrés à Stonehenge. L'analyse isotopique des ossements animaux permet de reconstituer les réseaux d'échange et de mobilité qui reliaient Stonehenge à d'autres régions de Grande-Bretagne et d'Europe. Ces nouvelles approches renouvellent profondément notre compréhension de Stonehenge. Elles révèlent un monument plus complexe, plus dynamique, plus intégré dans des réseaux régionaux et continentaux que ne le suggéraient les interprétations antérieures. Elles mettent en évidence la sophistication technique, l'organisation sociale et la richesse symbolique des communautés qui ont construit et utilisé Stonehenge, battant en brèche l'image traditionnelle de primitifs aux capacités limitées. Elles inscrivent Stonehenge dans des processus historiques de longue durée, reliant le monument à des développements antérieurs et ultérieurs en Grande-Bretagne et au-delà. Parallèlement à ces avancées scientifiques, de nouveaux récits culturels émergent autour de Stonehenge. L'intérêt croissant pour les spiritualités alternatives, l'écologie profonde, les savoirs indigènes, conduit à des réinterprétations du monument qui mettent l'accent sur l'harmonie avec la nature, la connexion cosmique, la sagesse ancestrale. Ces lectures contemporaines, bien que parfois historiquement anachroniques, témoignent de la capacité persistante de Stonehenge à incarner des aspirations et des préoccupations actuelles, à fonctionner comme un miroir où chaque époque projette ses propres questionnements. Au-delà de ses appropriations contemporaines, Stonehenge reste avant tout un témoignage extraordinaire des capacités humaines. Ériger ces pierres gigantesques, les transporter sur des distances considérables, les agencer avec une précision astronomique, tout cela sans machine, sans métal, sans écriture, représente un exploit qui force l'admiration. Ce monument nous rappelle que l'intelligence, la créativité, la persévérance, la capacité à coopérer à grande échelle ne sont pas des inventions récentes, mais des qualités profondément humaines, présentes depuis des millénaires. Stonehenge nous invite aussi à l'humilité. Si ces communautés préhistoriques, avec des moyens technologiques si limités par rapport aux nôtres, ont pu réaliser une œuvre aussi impressionnante et durable, quelles sont nos excuses pour ne pas relever les défis de notre temps? Si elles ont su observer le ciel avec tant de précision, sans télescope ni ordinateur, comment pouvons-nous rester si déconnectés des cycles naturels qui continuent de régir notre existence? Si elles ont su maintenir un projet collectif sur des générations, malgré les crises, les changements, les résistances, pourquoi serions-nous incapables de la même persévérance face aux enjeux à long terme qui nous confrontent? Alors que le soleil se lève une fois de plus sur ces pierres millénaires, illuminant leurs silhouettes massives contre le ciel pâle de l'aube, prenons un moment pour honorer ceux qui les ont érigées. Ces hommes et ces femmes anonymes, dont nous ne connaîtrons jamais les noms ni les visages, mais dont l'œuvre collective continue de nous interpeller et de nous inspirer. Ces ancêtres lointains qui, comme nous, cherchaient à comprendre leur place dans l'univers, à donner un sens à leur existence, à laisser une trace durable de leur passage sur Terre. Pourquoi continuons-nous à raconter l'histoire de Stonehenge comme si elle était simple, comme si un seul récit pouvait épuiser sa signification? Peut-être parce que nous avons besoin de cette simplicité, de cette illusion de compréhension totale, face à un monument qui, en réalité, continue de nous échapper par bien des aspects. Peut-être aussi parce que sa véritable complexité, celle d'un lieu vivant, évolutif, polysémique, habité par des générations successives aux croyances et aux pratiques changeantes, est plus difficile à saisir, plus troublante aussi que le récit simpliste d'un temple solaire ou d'un observatoire préhistorique. Stonehenge nous rappelle que le passé n'est jamais entièrement accessible, jamais totalement compréhensible. Nous pouvons l'approcher, l'éclairer partiellement, en proposer des interprétations plus ou moins plausibles, mais une part d'ombre et de mystère demeurera toujours. C'est peut-être cette part d'inconnu, ce sentiment d'un message transmis à travers les millénaires mais partiellement effacé par le temps, qui continue de nous attirer vers ces pierres silencieuses, comme des pèlerins d'une religion oubliée dont nous
pressentons l'importance sans pouvoir en retrouver les rites. Dans notre monde hyper technologique, hyper connecté, hyper explicite, Stonehenge offre un contrepoint précieux. Un espace de silence, de mystère, d'ouverture interprétative. Un lieu qui résiste à la consommation rapide, à la compréhension immédiate, à la réduction en formules simples. Un monument qui nous invite à la lenteur, à l'observation patiente, à l'émerveillement face à ce qui nous dépasse. Dans une société obsédée par la nouveauté, l'instantanéité, l'obsolescence programmée, ces pierres millénaires nous rappellent la valeur de la durée, de la permanence, de l'inscription dans le temps long. Peut-être est-ce là la leçon la plus précieuse de Stonehenge pour notre époque. Nous rappeler que nous sommes inscrits dans une histoire qui nous précède et nous survivra. Que nos actions d'aujourd'hui façonnent le monde que nous léguerons à ceux qui viendront après nous, tout comme les bâtisseurs de Stonehenge ont façonné le paysage que nous contemplons aujourd'hui. Nous rappeler aussi que les monuments les plus durables ne sont pas nécessairement les plus technologiquement avancés, mais ceux qui répondent à des besoins humains fondamentaux. Donner du sens, créer de la beauté, se relier au cosmos, honorer les morts, célébrer la vie. Alors que notre voyage à travers les mystères de Stonehenge touche à sa fin, je vous invite à garder en vous l'image de ces pierres dressées vers le ciel, défiant le temps, portant en elles les espoirs, les croyances, les efforts de génération d'humains qui, comme nous, cherchaient leur place dans l'univers. Je vous invite à vous souvenir que derrière les théories, les dates, les faits archéologiques, il y a des vies humaines, des communautés qui ont aimé, souffert, rêvé, célébré, pleuré, à l'ombre de ces mêmes pierres que nous contemplons aujourd'hui. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à proposer des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime. Chaque nuit, de nouveaux voyages dans le temps vous attendent, de nouvelles civilisations à découvrir, de nouveaux mystères à explorer. Et peut-être qu'un jour, si l'occasion se présente, vous vous rendrez vous-même sur la plaine de Salisbury pour contempler de vos propres yeux ces pierres légendaires. Peut-être choisirez-vous d'y être au lever du soleil du solstice d'été, comme des milliers de personnes le font chaque année, perpétuant sans le savoir des rituels millénaires. Peut-être ressentirez-vous alors ce que tant d'autres ont ressenti avant vous, cette étrange connexion avec le passé, cette impression fugitive de comprendre, au-delà des mots et des théories, ce que Stonehenge signifiait vraiment pour ceux qui l'ont bâti. Et peut-être, l'espace d'un instant, entre chien et loup, quand la lumière de l'aube transforme les pierres en silhouettes mystérieuses, entendrez-vous l'écho lointain de voix depuis longtemps éteintes, célébrant le retour de l'astre de vie dans un langage oublié mais étrangement familier. Car Stonehenge n'est pas seulement un monument du passé, c'est un lieu vivant qui continue d'évoluer, de se transformer, de générer de nouvelles significations et de nouvelles pratiques. Chaque visiteur qui s'y rend, chaque chercheur qui l'étudie, chaque artiste qui s'en inspire, ajoute une nouvelle couche à son histoire millénaire. Et c'est peut-être là le véritable miracle de Stonehenge. Avoir survécu non seulement physiquement, mais culturellement, comme un lieu de fascination, d'inspiration et de questionnement pour des sociétés radicalement différentes de celles qui l'ont construite. Dans ce sens, Stonehenge est plus qu'un monument préhistorique. C'est un pont entre les époques, un dialogue silencieux mais éloquent entre des générations séparées par des millénaires. C'est la preuve tangible que, malgré tous nos changements technologiques, sociaux, culturels, quelque chose d'essentiel persiste dans l'expérience humaine. Cette quête de sens, de beauté, de connexion avec ce qui nous dépasse, le cosmos, le temps, la mort, la transcendance. Cette quête qui nous relie, par-delà les siècles et les différences culturelles, à ces hommes et ces femmes qui, il y a plus de 4000 ans, ont dressé ces pierres vers le ciel dans un acte de foi, d'espoir et de défi contre l'oubli.
Alors que la nuit avance et que le sommeil approche, laissez ces images de pierres monumentales, de processions solennelles, de cérémonies au lever du soleil habiter vos rêves. Laissez-vous porter vers ces temps anciens où le ciel nocturne, non pollué par nos lumières artificielles, révélait toute la splendeur des étoiles, où le passage des saisons dictait le rythme de la vie, où chaque colline, chaque source, chaque pierre pouvait être habitée par des présences invisibles mais puissantes. Et peut-être, dans cet état entre veille et sommeil, où les frontières du temps et de l'espace se dissolvent, comprendrez-vous intuitivement ce que tous nos livres, toutes nos théories, toutes nos fouilles n'ont pu pleinement élucider. Le mystère de Stonehenge, monument de pierre et de lumière, défiant le temps et l'oubli sur la plaine venteuse de Salisbury. Bonne nuit, et que les anciennes pierres veillent sur vos rêves.